Bonjour, aujourd'hui on va soulever le capot de nos intelligences artificielles, même les plus complexes. Le but du jeu, essayer de comprendre comment elles fonctionnent vraiment de l'intérieur, comment elles en arrivent à prendre leurs décisions. Pour ça, on va explorer ce qu'on appelle leurs états internes. Parce que, voilà le grand paradoxe. Plus nos IA sont performantes, plus elles nous semblent mystérieuses. Souvent, elles nous donnent la bonne réponse, ça, pas de problème, mais on est bien incapable de dire comment elles l'ont trouvée. C'est ça le fameux problème de la boîte noire. Pour bien comprendre, il faut voir la différence fondamentale. D'un côté, on a la programmation classique. Là, c'est un humain qui dit à la machine quoi faire, ligne par ligne. C'est limpide. De l'autre côté, le deep learning. Là, le modèle apprend tout seul à partir de tonnes de données. Il se forge sa propre logique, un dédale de connexions neuronales si complexe qu'il en devient quasiment opaque. Alors, comment on fait pour éclairer tout ça ? Eh bien, il y a une nouvelle approche vraiment passionnante qui consiste à s'inspirer d'un domaine qui, lui aussi, essaye de comprendre une intelligence très complexe, les neurosciences cognitives. L'idée de fond, qui vient de recherches assez récentes, c'est de commencer à traiter l'interprétabilité de l'IA comme une vraie science. Fini de juste regarder ce qui entre et ce qui sort de la boîte, maintenant on essaie de comprendre la machine de l'intérieur, un peu comme un neuroscientifique qui étudie le cerveau pour expliquer un comportement. Et ce cadre, il se divise en trois grandes étapes, trois niveaux. D'abord le niveau computationnel. En gros, on se demande quel est le problème à résoudre. Par exemple, retrouver un fait précis dans un texte. Ensuite, le niveau algorithmique. Ici, on fait une hypothèse sur la stratégie que le modèle pourrait utiliser. Peut-être un genre de système de mémoire clé-valeur. Et enfin, le plus dur, le niveau de l'implémentation. C'est là qu'on plonge les mains dans le cambouis pour trouver où et comment cette stratégie est codée dans les neurones et les connexions du réseau. Bon, mais concrètement, comment on explore ces trois niveaux? Pour ça, les chercheurs ont développé toute une panoplie d'outils. On va jeter un œil au plus prometteur. Le premier type d'outil a un objectif très précis. Il cherche à dessiner la carte des circuits, un peu comme les circuits électriques d'un appareil, mais pour les neurones artificiels qui s'activent pour produire un comportement spécifique. Sauf que c'est là que ça se corse. Quand un ingénieur conçoit une puce, il a le plan. Nous, avec un réseau de neurones qui a appris tout seul, on n'a pas ce plan. C'est comme essayer de cartographier une ville inconnue sans aucune carte de référence, sans ce qu'on appelle une vérité terrain. Et pour contourner ce problème, le projet Interbench a eu une idée géniale. Ils ont créé des modèles qu'on pourrait qualifier de semi-synthétiques, les Transformers SI-NIT. En fait, ces modèles sont entraînés exprès pour utiliser un circuit que les chercheurs connaissent à l'avance, tout en s'assurant que leur comportement global reste très proche d'un modèle normal. C'est un peu comme si on avait enfin un exercice avec son corrigé. Ça permet de tester les outils de cartographie et de voir s'ils trouvent bien le bon chemin. Allez, passons au deuxième grand type d'outils. Eux, ils ne cherchent pas à suivre des fils et des connexions, mais plutôt à comprendre les grandes idées, les concepts que nous, humains, on manipule tous les jours et que le modèle semble utiliser en interne. Parce que le rêve, ce serait ça. Pouvoir simplement demander à l'IA « Pourquoi tu penses ça ?» et qu'elle nous réponde avec des mots qu'on comprend, qu'on puisse traduire son langage mathématique en concepts qui ont du sens pour nous. C'est là qu'entre en scène le vecteur d'activation de concept, ou CAV. C'est une technique qui permet de repérer, dans l'immense espace mathématique des neurones, une direction précise qui correspond à un concept humain. Par exemple, on lui montre des images avec des rayures, d'autres sans, et il apprend à pointer dans la direction qui signifie rayure. C'est tout le principe de la méthode TCAV. Comme on le voit sur le schéma, c'est assez intuitif. D'abord, on apprend au système ce qu'est un concept, comme rayure, avec des exemples et des contre-exemples. Ça crée le fameux vecteur. Ensuite, on regarde à quel point l'activation de ce vecteur influence la décision finale du modèle. En d'autres termes, est-ce que le concept rayure a été important pour que le modèle décide qu'il s'agissait d'un zèbre? Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. C'est ça qui est fascinant. On peut enfin mettre un chiffre sur l'importance d'une idée pour l'IA. Pour le zèbre, le concept rayé obtient 0,91. C'est un score énorme, ça veut dire que c'est un indice crucial. Alors qu'à poids, le score est quasi nul, ça ne l'intéresse pas. Pareil pour le camion de pompier, la couleur rouge. Pour la première fois, on peut poser la question « Pourquoi ?» et obtenir une réponse chiffrée. Mais attention, il y a un piège. Ça s'appelle la polysémanticité. C'est l'idée un peu déroutante qu'un seul et même neurone peut s'activer pour plein de raisons qui n'ont rien à voir. Il pourrait réagir à une photo de chat, mais aussi à la couleur bleue, et aussi à un mot du jargon juridique. Un vrai fourre-tout. Pour y voir plus clair dans ce bazar, les chercheurs ont une autre astuce. Les auto-encodeurs parcimonieux, ou sparse auto-encoders. L'idée, c'est de forcer le système à décomposer ce gros mélange en un dictionnaire de concepts beaucoup plus pur, beaucoup plus simple.
Alors, comment ça marche en gros? On prend les activations d'un neurone, ce fameux mélange complexe. On les donne à cet auto-encodeur. Son boulot, c'est de reconstruire ce mélange, à l'identique, mais avec une contrainte très forte. Il n'a le droit d'utiliser qu'un tout petit nombre de briques de base, issues d'un dictionnaire géant qu'il apprend lui-même. Cette contrainte, cette parcimonie, l'oblige à trouver les concepts vraiment élémentaires, ceux qui n'ont qu'un seul sens. Et là, les résultats sont juste incroyables. La machine arrive à découvrir toute seule des caractéristiques hyper spécifiques. Regardez, elle a isolé des briques qui correspondent à des concepts aussi précis que les mots qui finissent en ing ou les références à des affaires judiciaires. On passe d'un neurone fourre-tout à des concepts ultra spécialisés et enfin compréhensibles. Bon, tout ça est très excitant, mais il faut garder les pieds sur terre. Ces outils sont une avancée énorme, mais on est encore loin d'avoir percé tous les mystères. La route est encore longue. Cette citation d'une des études résume bien la situation. Souvent, notre compréhension, elle est partielle. On a des esquisses de mécanismes, des morceaux de l'explication, mais rarement le tableau complet. Identifier un circuit, c'est bien, mais ça ne dit pas tout sur son fonctionnement subtil. Les grands défis actuels, on peut les résumer en quelques points. D'abord, nos explications sont souvent incomplètes. Ensuite, il y a le passage à l'échelle. C'est une chose de faire ça sur un petit modèle, c'en est une autre sur les modèles gigantesques qu'on utilise aujourd'hui. La validation reste un vrai casse-tête. Comment être sûr à 100% que notre explication est la bonne? Et enfin, il y a la question de l'abstraction. Trouver le juste milieu entre une explication techniquement parfaite mais incompréhensible et une explication simple mais peut-être un peu trop simpliste. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et vers quoi on se dirige? Le point le plus important, je crois, c'est ce vrai changement de mentalité. Même si les outils sont encore en développement, ils nous font passer d'une approche un peu à tâtons à une véritable investigation scientifique de l'IA. La boîte noire n'est plus une forteresse imprenable, elle devient un objet d'étude qu'on peut disséquer et analyser. Et ça nous amène à une question de fond pour notre avenir. Au fur et à mesure que ces IA deviennent plus intelligentes, plus autonomes, plus présentes dans nos vies, jusqu'où doit-on aller dans la compréhension de leurs pensées? Doit-on exiger de tout comprendre ou juste assez pour être sûr qu'elles sont fiables et sécurisées? La réponse n'est pas seulement technique, elle est aussi profondément philosophique.